Bonjour, bienvenue dans l'interview. Bonjour Benoît Sorex. Bonjour. Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et chef de groupe CDH au Parlement bruxellois. Les policiers dans la rue qu'on a vu dans le journal, vous les comprenez ? Oui, je comprends bien la problématique. Je veux dire, à partir du moment où, suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, ça modifie leur plan de pension, c'est clair que ça pose un certain nombre de questions. J'ai vu que Melchior Wathelet avait mis un certain nombre de propositions. Nouveau ministre de l'Intérieur. Le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement en affaires courantes avait mis des propositions sur la table, qu'il avait manifestement un consensus avec les organisations syndicales pour ce faire. Maintenant, il faudra voir si, du côté de la suédoise, on reprend ces propositions. Ouais, ce qui est en cause, c'est la pension anticipée. C'est un peu un héritage du statut de l'ancienne gendarmerie qui a été cassé par la justice. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une exception pour les policiers, qu'ils travaillent moins que les autres fonctionnaires ? Oh, ça, je pense, parce que ce sont des métiers qui sont des métiers pénibles. Vous savez, aujourd'hui, être policier ou être pompier, par exemple, ce sont des fonctions qui sont des fonctions extrêmement difficiles, pour lesquelles non seulement il y a un stress important, mais il y a aussi la nécessité d'être en très très bonnes conditions physiques. Et donc c'est normal que pour ces métiers pénibles, on fasse un régime différent de celui qui travaille dans un bureau toute la journée. Donc il y a des exceptions. Est-ce que ça a causé un émoi particulier dans votre zone de police, Montgomery ? Ah, ça crée un émoi dans toutes les zones de police. Ouais. Et il faut savoir que si on va trop loin au niveau de l'âge de la pension, si on prolonge trop longtemps, ça veut dire qu'on va devoir aussi garder dans nos zones de police un personnel âgé qui est évidemment plus coûteux, mais aussi un peu moins efficace qu'un jeune, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de conditions physiques. Et donc, ça va poser des problèmes de fonctionnement sur le terrain dans les zones de police à Bruxelles et ailleurs. Voilà, et aujourd'hui, vous avez pu remplacer les policiers. Le maintien de l'ordre est quand même assuré malgré la manif. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. D'accord. On gère. Quand même, une dernière question. Des policiers qui manifestent, mais on peut aussi se poser la question sur les pompiers. Et on a vu dans les images tout à l'heure dans le journal que certains étaient en uniforme. Est-ce que ça ne pose pas un petit problème, ça, à la démocratie, quand des policiers, des militaires, des pompiers manifestent ? Est-ce qu'on doit les autoriser à manifester ou est-ce que ce n'est pas là aussi une exception où on devrait être plus regardant ? Alors, je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, ces gens qui assument des fonctions, qui sont des fonctions parfois de maintien de l'ordre, mais je l'ai dit, des métiers qui sont extrêmement pénibles, ne pourraient pas non plus faire valoir leurs revendications. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Vous savez ô combien, d'ailleurs, les pompiers ici à Bruxelles se sont déjà énormément manifestés par le passé. Alors, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel de la commune à partir du 1er novembre ? Alors, je suis d'abord très satisfait de l'arrêt qui a été rendu le 31 juillet dernier et qui interdit ce fameux virage à gauche long qui survolait toute une partie de ma commune, notamment les quartiers du centre et les quartiers du Champ d'Oiseau. Donc il faut appliquer cette décision judiciaire. Ça veut dire que vous n'étiez pas un supporter de ce qu'on a appelé le plan Wathelet ? Mais c'est-à-dire que c'est d'abord le plan Wathelet, c'est le plan de l'ensemble du gouvernement et très clairement, on n'en a pas mesuré l'impact. Et une fois que celui-ci a été appliqué, on s'est rendu compte que pour un certain nombre de survolés, c'était vraiment infernal. Et donc, je soutiens la décision judiciaire. Je regrette d'ailleurs que les communes de Wezenbeek et de Kruinem aient interjeté appel de cette décision. Madame Fonck elle-même avait dit et avait suggéré au gouvernement fédéral de ne pas interjeter appel, ce que le gouvernement fédéral a fait. Et donc, appliquons cette décision, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille revenir à la situation antérieure, parce que là aussi, il y a une décision judiciaire. Il y a une décision de la Cour d'appel de 2005 qui interdit le survol intensif de l'Ostrand. Et donc, moi, je demande qu'on applique les deux décisions judiciaires, celle de 2014 et celle de 2005. Oui, ce n'est pas la voie que semblent avoir suivie pour l'instant les négociateurs de la coalition qu'on appelle coalition suédoise ou kamikaze au choix. Mais eux, ils sont sur le moratoire pur et dur et retour à la situation précédente. Ça vous pose un problème ou pas ? Ah, ça me semble être une erreur fondamentale. Parce que c'est ce qui va se passer. Je le regrette et je peux vous dire qu'on ne se laissera pas faire. Parce que c'est le momentum pour réfléchir vraiment au développement de cet aéroport. Après 2016, ce sera trop tard. Les règlements européens ne permettront plus de négocier le développement de cet aéroport, c'est-à-dire l'allongement de la nuit, la suppression des vols de nuit, les collaborations avec les aéroports régionaux, tout ça. Et d'éventuels quotas de bruit, par exemple. Et d'éventuels quotas de bruit. Tout ça, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera pas demain. Et vous savez, moi j'en ai assez d'entendre ce discours, les Flamands ne voudront pas, les Flamands ne veulent rien entendre. Moi j'ai vécu ça en 2004 avec tout le dossier sur DHL et le problème des vols de nuit, le développement de DHL ici à Bruxelles. On s'est battu.
je suis resté pendant plus de 27 heures enfermé dans le cabinet de M. Verhofstadt. Et finalement, on a obtenu gain de cause. Et aujourd'hui, on est passé de 25 000 vols de nuit à l'époque à 16 000. Eh bien, on doit avoir cette même fermeté dans les négociations du gouvernement fédéral aujourd'hui. Quand vous dites on ne se laissera pas faire, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en concertation avec les communes voisines, si on en revient à la situation antérieure, ce qui est contraire, je vous le dis, à une décision judiciaire de la Cour d'appel de 2005, on introduira toutes les procédures possibles. Ça veut dire qu'il y aura des procédures judiciaires contre le futur plan dont on ne connaît pas encore le nom. Très clairement, sans pour autant qu'on en revienne à une situation du virage gauche long, puisque là, il faut respecter la décision de 2014. C'est un peu compliqué dans votre commune, non, Benoît Serex? Parce qu'il y a les habitants de Champ d'Oiseau qui étaient aux côtés de Pas Question contre ce qu'on a appelé le plan Wathelet, et puis il y a d'autres habitants près de Stockel ou à Saint-Alix qui, eux, craignent justement le retour à la situation antérieure. Comment est-ce que vous gérez ça? Mais, M. Grosfilet, moi je suis le bourgmestre de tout le monde. C'est comme une difficulté. Non, alors c'est difficile, bien évidemment, et on est une des seules communes qui est confrontée à ce type de problématique. Mais moi je suis le bourgmestre de tout le monde et je suis le bourgmestre de l'ensemble des quartiers. Et je vais me battre avec mes collègues de la même manière pour faire en sorte que, on respecte cette décision maintenant de 2014, mais pour faire en sorte aussi qu'on ne reconcentre pas toute la pollution sur l'Ostrand. Ça va être abordé au prochain conseil communal. Il y a des interpellations prévues. Il y a plus de 4, à ce jour, il y a déjà 4 interpellations citoyennes qui sont prévues. Qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre? Ce que vous venez de nous dire là? Et prendre des engagements très clairs à l'égard de nos concitoyens sur le respect des deux décisions judiciaires. Catherine Fong, qui est donc en charge du dossier actuellement, qui a remplacé Melchior Wathelet au poste de secrétaire d'État, elle collabore avec le gouvernement en formation et le contrôle, ou elle ne doit pas le faire? C'est ce qu'elle fait, puisqu'elle a mis toutes les possibilités sur la table. Elle a demandé à Belgo Control de les étudier. Et maintenant, il appartiendra au gouvernement fédéral futur de les mettre en œuvre. Mais je vous dis, si on en revient à la situation antérieure, ça, c'est vraiment une dépantalonnade de la part des francophones. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'instant. Il n'y en aura plus beaucoup d'autres pour négocier sur le développement de l'aéroport de Zaventem. Alors, on a reçu beaucoup de questions Twitter sur cette question d'avion. Je vous propose une intervention. Pourquoi se mettre tout Bruxelles à dos pour protéger son précaré? C'est la question qui vous est posée. Et est-ce que votre solution, c'est de reconcentrer les atterrissages et les décollages sur Watermal-Boisfort et Oderghem? C'est les codes postaux qui sont indiqués là dans le tweet. Mais ça, je viens de répondre très clairement non. Non et non dans toutes les langues. 3, c'est pas se mettre tout Bruxelles à dos, puisque moi je défends l'accord du gouvernement régional bruxellois, qui me semble être un accord équilibré, qui vise à la suppression des nouvelles routes établies depuis le 6 février, et qui vise à l'établissement de nouvelles routes en fonction des critères de densité de population. C'est dans ce sens-là qu'on souhaite travailler. Le gouvernement bruxellois, francophone et flamand, souhaite également l'extension de la nuit, pour faire en sorte qu'on ait de réelles périodes de calme et la suppression progressive des vols de nuit. Là-dedans, je me retrouve parfaitement. Alors, on va parler des négociations du futur gouvernement fédéral, négociations actuellement en cours. Quand vous entendez qu'on va baisser les charges sociales, ce qui va être bénéfique pour les entreprises, qu'on va peut-être allonger la durée de carrière des fonctionnaires, ce qui va être bénéfique pour la sécurité sociale, est-ce que cette coalition suédoise dont vous ne faites pas partie va dans le bon sens ou pas? Écoutez, on entend tout. Il y a certainement un certain nombre de mesures qui iront dans le bon sens. S'ils font réellement une réforme fiscale, je vous rappelle que le CDH l'avait réclamé lors de la campagne électorale. Vous avez aussi dit que celle du MR n'était pas crédible, hein? Au niveau des chiffres, mais nous avions des propositions très claires en termes de financement de cette réforme fiscale. Si on va vers un abaissement des charges sur le travail et particulièrement sur les bas salaires, on sera derrière cette coalition. Mais ce n'est pas ce que j'entends aujourd'hui. Et donc je suis extrêmement prudent. Je vois aussi que cette coalition a quand même de plus en plus de difficultés à se mettre en place. J'attends de voir les résultats. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, on se préoccupe plus d'acheter des avions pour l'armée ou de protéger le secteur diamantaire à Anvers, je considère que là, c'est sans doute pas l'essentiel. Est-ce que Benoît Lugène a pris la bonne décision en refusant de monter dans une discussion à laquelle la NVA était associée? Mais vous savez que moi, j'ai été nuancé à l'époque. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes abstenu lors du bureau du CDH qui a pris cette décision. Exact. Il y a eu 3 abstentions, dont la vôtre. Exact, parce que j'avais un certain nombre de craintes. Qu'on perçoive ça comme une volonté de ne pas faire des réformes. Et d'autre part,
qu'on donne l'image d'un parti qui est un parti frère ou allié ou scotché au PS. Mais je crois que Benoît Lutjens a bien expliqué depuis lors que nous avions pris des engagements lors de la campagne électorale, que nous respections ces engagements, que le CDH n'était pas contre les réformes. Et je viens de vous le dire, on appuiera éventuellement des éléments de la réforme fiscale ou un certain nombre de mesures au niveau de l'abaissement du coût du travail. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, cet effort pédagogique a été fait, et je pense que la perception est différente. Donc vous vous retrouvez sur la position de Benoît Lutjens au final, où il y a toujours un petit goût d'amertume de dire on aurait peut-être dû tenter le coup? Non, je pense que dans un premier temps, la perception a été sans doute chez certains celle que je craignais, mais qu'aujourd'hui, avec l'évolution du temps, on voit que la NVA reste la NVA, qu'elle n'a pas changé, et que donc, moi j'attends avec quand même une certaine anxiété ce qui va sortir de ce projet de futur gouvernement. Le fait que vous soyez abstenu lors de ce vote, le fait qu'on entend maintenant que Melchior Wathelet, il hésite à rester en politique et qu'il cherche peut-être un boulot ailleurs, est-ce que ça indique qu'il y a un petit peu de tangage au sein de l'équipe CDH? Mais non, vous savez, Melchior Wathelet, c'est un droit le plus élémentaire de pouvoir à un moment donné faire des choix dans sa vie. C'est pas parce qu'on rentre en politique comme on rentre en religion, hein. Quand la société civile rejoint le monde politique, tout le monde s'en félicite. Et quand un jour, un homme politique souhaite réorienter sa carrière vers le secteur privé, là, on émet toute une série de critiques. Moi, je trouve que c'est sain et c'est positif. Dernière question, semaine de la mobilité, dimanche, on vous verra à vélo? On verra à vélo et on verra surtout près de la maison communale, sur l'esplanade de la maison communale, puisqu'il y a toute une série d'associations qui viennent présenter de beaux projets pendant toute la journée. Et donc ce sera dimanche à Woluwe Saint-Pierre. Merci Benoît Sorex d'avoir été l'invité de l'interview. Bon après-midi à tous.